The theme of our discussion is Diaspora, Internet, and the Renewal of Democratic Debate in Africa. The objective is to discuss the place and the capacity of the African diaspora to influence the construction of the democratic process in Africa. It seeks to question the processes and mobilization methods as well as the effectiveness and limits that the diaspora uses in the evolution and development of African societies. The event will be moderated by Professor Ngotong Chantal Marie. She is a research associate in the Governance and Democracy Division of the Nkafu Policy Institute. She holds a PhD in political science, obtained from the University of Nats in the international thesis co-supervision agreement between the University of Yaoundé-Toussoua and the University of Nantes in France. Professor Ngotong Chantal Marie is also a senior lecturer at the University of Ngaoundéré. She is a reviewer and co-editor of the African Development Perspective Yearbook and a member of the research group of African Development Perspectives, Bremen, since 2019. Her research interests are in the decentralization, local development, local public policies, and digital economy. Ladies and gentlemen, this webinar is going to be presented in two phases. The first phase will be the presentation of the panelists and the moderator, and the second phase will be for question and answers. Before I leave you in the company of Professor Ngotong Marie Chantal, please kindly make sure that your cameras and mics are muted. And during the question and answer session, you can raise your hand up, or you simply write your question. Professor Marie Chantal, the floor is yours. Thank you. Thank you to you, Vanessa. Merci. Bonsoir à tous. Bienvenue à tous sur ce webinaire qui porte sur la thématique Diaspora Internet et renouvellement du débat démocratique en Afrique. Diaspora Internet and the renewal of democratic debates in Africa. La question est d'actualité. Internet, c'est tous azimuts. On a toute forme de participation sur Internet et on voudrait savoir au jour d'aujourd'hui de quelle manière est-ce que la diaspora qui a suffisamment plus d'accès à Internet que ceux qui sont restés en Afrique peut, n'est-ce pas, contribuer à dynamiser, à revaloriser ou à renouveler les thématiques démocratiques en Afrique. Pour nous en parler ce soir, nous avons à notre panel trois illustres personnalités, trois illustres chercheurs, le professeur Mireille Manga Edimo, le professeur Marie Boitema Satrana et le docteur, n'est-ce pas, Nguenang Darous, qui est, n'est-ce pas, chercheur spécialiste des questions sur la diaspora. Alors, le professeur Mireille Manga Edimo est membre exécutif de l'Association internationale de politique publique. Elle est présidente du réseau africain de politique publique, maître de conférences de sciences politiques à l'Institut des relations internationales du Cameroun, Université de Yaoundé 2. Également, le professeur Marie Boitema Setrana est maître de conférences au Centre d'études des migrations de l'Université du Ghana à Legon. Elle a beaucoup d'expérience dans les questions de migration. On pourra dérouler au fur et à mesure, n'est-ce pas, son CV, tout comme celui du professeur Mireille Manga. Et le docteur Darous Nguenang, il est chercheur spécialisé dans les questions de la diaspora. Ils vont tous nous entretenir ce soir, nous aider à comprendre les nouvelles dynamiques du débat démocratique porté par Internet via la diaspora. Donc, bonsoir. Nous défendons les droits des femmes, mais nous défendons aussi la protection des minorités. Vous êtes en minorité sur ce panel. Nous accordons donc l'honneur d'ouvrir le débat. Donc, vous êtes spécifiquement orienté diaspora africaine. Donc, comment est-ce qu'on définit la diaspora? Qui est de la diaspora? Qui n'est pas de la diaspora? Ok, merci pour ce temps de travail et je vais d'abord passer un bonjour aux autres participants, notamment au professeur Mireille Manga, que j'ai eu l'honneur d'avoir le connaître depuis quelques années déjà, quand j'étais étudiant en Amérique. Donc,
je ne suis pas seulement minorité en tant qu'homme, mais je suis aussi minorité en tant que chercheur parce que ce sont des aînés, ce sont des enseignants que j'ai en face de moi. Voilà, je vais m'évertuer à donner une petite idée concernant, lorsqu'on parle de la diaspora, je pense que tout le monde comprend. En fait, on entend directement des populations qui quittent leur territoire et s'installent dans la durée dans un autre pays. Alors, ça, c'est de manière triviale. Maintenant, il faut reconnaître, je ne vais pas m'étendre sur l'étymologie du thème et pour juste aller droit au but parce qu'en réalité, je constate que nous avons très peu de temps pour travailler sur la question. Alors, la question de la diaspora a suffisamment été théorisée déjà depuis le début des années 60 et beaucoup plus encore au début des années 80. Lorsqu'on parle de la diaspora et surtout spécifiquement de la diaspora africaine, il y a de nombreuses acceptions qui peuvent être faites. Je vais m'en tenir à deux cadrages précis, notamment la définition que l'Union africaine fait de la diaspora et celle abordée par quelques chercheurs. Alors, concernant l'Union africaine, celle-ci évoque la diaspora comme étant l'ensemble des populations originaires d'Afrique installées hors du continent africain et ayant la volonté de participer au développement de l'Afrique et de l'Union africaine. Alors, on voit qu'ils peuvent être indépendamment de leur citoyenneté, bien sûr, cela signifie, et de leur nationalité. Cela signifie qu'ils peuvent avoir acquis la nationalité d'autres pays, mais le simple fait qu'ils gardent un contact et la volonté de vouloir participer au développement de l'Afrique fait de la diaspora. Maintenant, d'autres chercheurs sont allés non pas très loin de cette idée. Je vais prendre par exemple le cas de Gabriel Schaeffer, de Yossi Chen ou bien de Thomas Fess, mais la logique qui intègre la définition de la diaspora reste la même. Gabriel Schaeffer, par exemple, va prendre trois éléments fondamentaux pour caractériser la diaspora. D'abord, le maintien d'une identité collective entre les membres des groupes diasporisés autant pour moi. Et le deuxième élément, c'est l'existence d'une organisation au sein de ces communautés diasporisées. Et le troisième élément, c'est le lien fort qui existe entre les communautés diasporisées et le pays d'origine. Alors, en allant en allant vérifier ce que les autres auteurs font, on va se rendre compte qu'il y a au moins un élément qui revient. C'est le lien fort qui existe entre le pays d'origine et le groupe diasporisé. Maintenant, spécifiquement la diaspora africaine, je vais dire de manière personnelle que le concept de diaspora africaine me semble assez vague parce qu'il n'existe pas une diaspora panafricaine reconnue comme telle. On va donc parler des diasporas africaines prises dans le cadre de leur pays d'origine spécifique. Donc, je pense que la logique qui intègre la définition de la diaspora africaine selon l'Union africaine me semble, je ne vais pas dire tirée par les cheveux, mais elle ne s'accommode pas de la réalité qui existe aujourd'hui. Parce qu'à travers les yeux, on ne va pas avoir une diaspora qui se définit exclusivement comme une diaspora africaine, mais on va avoir les diasporas africaines indépendantes, qui sont dépendantes, qui sont liées directement à leur pays. Encore que à travers les différents pays, on constate que les diasporas sont suffisamment hétérogènes pour ne constituer que l'ensemble des petits groupes qui sont parfois ethniques ou religieux. Donc, on va donc dire que la diaspora africaine comme telle ne peut pas véritablement intégrer une définition claire, mais on peut parler des diasporas africaines en tenant compte de leurs différents pays d'origine. Et pour cela, on va demander qui est de la diaspora, qui ne l'est pas. Alors, la logique voudrait que tout Africain, je veux dire tout Camerounais, tout Nigérian, tout Ghanéen, installé hors de son pays d'origine, quelle que soit sa nationalité, et gardant les liens forts avec ce pays d'origine peut être considéré comme diaspora. Cependant, un Camerounais, un Ghanéen ou bien du moins un Africain installé hors de son pays d'origine, mais qui a complètement coupé les liens avec ce pays d'origine et s'est rattaché complètement à sa communauté d'accueil, peut ne pas être considéré comme tel. Voilà ma petite idée concernant la définition de la diaspora, savoir qui l'est ou qui ne l'est pas. Merci. Merci, docteur. On voit donc que ce mot qui est constamment manipulé, diaspora, n'est pas aussi évident que ça, n'est-ce pas, à définir. Mais on retient que diaspora, c'est un lien fort et la volonté de contribuer au développement de son pays d'origine. Deux éléments
fondamentaux dans la saisie de la notion de diaspora. So, Professor Marie Boitema, you have been part of the team that drafted the diaspora engagement policy in Ghana. How can you define positive diaspora and negative diaspora? Because there is an increasing talk about positive diaspora and negative diaspora. What do these labels suggest about the diaspora? Yeah, thank you very much, Prof. And I thank the doctor for giving that elaborate explanation. But maybe before I come to that, I've been conceptually asking myself, who is the diaspora? Is it, so for instance, in countries where they have experienced conflict over a long period of time, when the government is saying diaspora, so if I take Ghana, for instance, there were periods when there was political instability. Are we conceptually calling those people who left as a result of our reactions and political instability diaspora, or the ones who went because we gave them good grounds for them to leave? And so we need to think more. And also even the African diaspora, more people are moving. But then when you look at the AU definition, there are some the AU definition, I think, has limitations. It refers to the whole Africa as a continent, but if we look at the migration data, more people are moving within Africa. And so the largest diaspora of Africa are the people within Africa. So for instance, Ghanaians in Cameroon, Ghanaians in Nigeria, that is a huge chunk of our diaspora. But the addition that the AU adds is the people of African descent, which is very important. And so these are brothers and sisters who left as a result of things not their own fault, but have to move, and second generation, third generation, several generations. And so a way of connecting back to them. So I think on that note, the AU has done well. But coming back to my question, governments have before, I mean, looking at the debate on migration and development, diaspora and development, before it had been negative. People thought, okay, I mean, even governments, we researchers, we thought of diaspora as brain drain. We thought of it as having negative impact, leading to underdevelopment. And so it was all negative. We didn't see anything positive. But thanks to technology, thanks to transnational practices, thanks to telecommunication, advanced means of communication and traveling, we can see the positive side of diaspora. Through what means diaspora is contributing through financial remittances, social remittances. They are setting up businesses in host countries. They are also setting up businesses in the home country, which we call the transnational businesses. They are influencing thoughts. They are influencing directions, politics back home. And so for now, unlike before when people migrated and never got connected, we are able to express and achieve that contribution of the diaspora irrespective of the category. So here, the diaspora, when I define diaspora and also looking at the policies I've been engaged in, diaspora is not all the well-to-do and the professionals. Whether low-skilled, less-skilled, high-skilled, medium-skilled, documented, undocumented, are all part of our diaspora. Those within the continent, those outside the continent. So a broader definition of that. And for instance, in some of the countries I've worked with doing my labor migration policy and migration policies, what I advise them is that have a broader definition of diaspora. So for instance, in Ghana, we have moved ahead to even include second generation, third generation migrants who were not born in Ghana, but were born elsewhere. We have included people of African descent, including even people who love Ghana and want to support Ghana. Not to say that going back to the limitation of the AU definition, which only targets development. If we target development, then we are going to miss a lot of people. But we need to broaden that and also see the fact that there are a lot of benefits that diaspora bring. But again, there are also the other side, which is the negative side. I mean, governments will call it negative because they influence the sovereignty of the state using social media and other technologies. But putting that aside, what we are calling for is how to ensure that the challenge
the challenges associated with engaging diaspora are reduced, and then we engage them more so that we can get optimum benefits from the diaspora. So I strongly believe that diaspora has positive contribution to development through the various means that I have highlighted. Thank you. Thank you, Professor. So we conclude for your speech that positive diaspora is those who positively contribute to the development and to the democracy, and negative diaspora are those who are bad seen by the regime in place. Professeur Mireille Manga-Edimo, vous avez bénéficié d'une bourse de doctorat à Sciences Po, CEPIPOP à Paris, en France entre 2007 et 2010. Et par le biais de cette thèse, par le biais de cette bourse, vous avez rédigé votre thèse, n'est-ce pas, sur la citoyenneté virtuelle des immigrés camerounais en France, technologie de l'information, de la communication et participation politique. Comment identifiez-vous la diaspora africaine sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que la diaspora africaine influence-t-elle le processus démocratique et l'opinion politique grâce aux médias en ligne? Merci beaucoup, Madame la modératrice, pour cette question. Mais permettez-moi avant d'y répondre pour qu'on se comprenne tous bien et que le public qui nous suit comprenne bien de quoi je vais parler. Je vais revenir sur 2 ou 3 éléments complémentaires aux définitions qui ont été données dans le but de contextualiser mon travail. Première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que la diaspora est un concept polysémique qui est abordé par plusieurs disciplines des sciences sociales. Alors, que l'on soit en sciences politiques, en anthropologie, en histoire, etc., les définitions vont varier. C'est la première chose. Et donc, du point de vue de la science politique, parlons de diaspora, je vais d'abord voir des individus, mais des individus qui vont faire référence à quoi? Des citoyens qui ont quitté, n'est-ce pas, leur territoire pour plusieurs raisons, hein, des raisons personnelles, des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons familiales, etc., pour s'installer en dehors du territoire d'origine qui est considéré comme le territoire de nationalité. Et donc, ceci étant admis, on peut donc dire que les diasporas à première vue sont des nationaux, soit à distance, soit en dehors de leur territoire d'origine. Ça veut dire quoi? Ils continuent d'être citoyens, ils continuent d'être des membres de la communauté politique et donc, d'une manière ou d'une autre, pour ceux qui ont un intérêt pour la vie politique, parce que c'est de ça qu'il va s'agir, parlant de leur contribution au débat politique ou au débat démocratique, ceux qui ont un intérêt vont poursuivre, vont continuer, vont s'organiser, vont tenter de s'engager depuis leur territoire d'accueil de diverses manières. Donc ici, pour moi, diaspora va impliquer 2 choses. Engagement à distance, citoyenneté à distance, participation à distance, lien virtuel, parce que c'est un lien déterritorialisé, c'est un lien plus ou moins dématérialisé, mais qui va se matérialiser plus tard par un certain nombre d'activités dont on parlera, mais c'est de la dispersion. Dispersion parce qu'ils ne sont pas seulement sur un territoire. La prof Marie l'a très bien dit, Darius l'a souligné d'une ou plusieurs manières. Et alors maintenant, ici, parlant donc des aspects positifs, négatifs, parce que c'est de ça qu'il s'agit, mais en lien avec la démocratie, ça va donc être cette catégorie qui va être capable, n'est-ce pas, qui aura gardé de par son lien, n'est-ce pas, son lien, son rattachement maintenu avec le territoire d'origine, qui aura gardé des rapports politiques, économiques, culturels, sociaux avec le territoire d'origine. C'est ce que moi j'entendrais déjà par diaspora positive, au-delà des qualifications que les gouvernements pourront donner de part et d'autre. Maintenant, l'influence de la diaspora africaine. Quand on l'a dit et quand on a intégré le mouvement, la dispersion en dehors du territoire d'origine, dans plusieurs territoires d'accueil, vous voyez que c'est un ensemble d'expériences qui sont des expériences humaines, mais surtout des expériences culturelles. Et qui dit expérience culturelle dit expérience en termes de connaissances, n'est-ce pas? Une accumulation historique de plusieurs sortes de connaissances. Alors, comment est-ce que les connaissances accumulées vont conduire les diasporas africaines, puisque c'est elles qui nous concernent aujourd'hui, à
influencer la vie politique de leur territoire d'origine. Vous voyez qu'ici, il y a un autre critère qui va rentrer en jeu, c'est la connaissance. Et la connaissance va être liée à la compétence. Et donc, les diasporas africaines, si on s'appuie donc sur les travaux qui ont déjà été effectués, l'ensemble des travaux qui ont été effectués sur la question, au-delà de la classification qui est faite par les auteurs qui font le lien entre démocratie et Internet, démocratie, Internet et participation des diasporas, qui évoque du point de vue réaliste, évoque l'ensemble des citoyens, en fait, évoque les individus qui sont historiquement engagés dans la vie politique, c'est-à-dire en réalité, le membre de la diaspora africaine qui va mobiliser les réseaux sociaux ou divers instruments moyens pour essayer de participer ou donner son point de vue, commenter la vie politique, c'est celui-là qui aura déjà une expérience historique du point de vue politique. C'est celui-là qui est engagé dans un parti politique, c'est celui-là qui a un projet politique, c'est celui-là qui a un engagement ancien, n'est-ce pas, qu'il va juste tenter de perpétuer. Et donc là, il faudra donc s'appuyer sur les travaux les plus récents sur le vote, qu'on ira voir un peu. Il y a les travaux sur le vote, il y a les travaux sur diaspora et changement, les migrants et changement de la vie politique, et changement politique en Afrique. Ça, c'est pour les travaux plus récents, 2018-2019, sur la question. Vous allez vous rendre compte que les études ne vont pas parler de communauté nationale de façon large. Les études vont s'appuyer sur des associations précises, sur des groupes d'individus précis, n'est-ce pas? Et on va toujours se rendre compte, pour la plupart, ce sont soit des individus engagés au sein des partis politiques existant déjà dans le territoire d'origine, soit ce sont de nouvelles associations ou des partis émergents. Donc, du point de vue de ma petite connaissance, je pense qu'ici, c'est un terrain complexe qu'on ne peut pas aborder de façon générale comme ça, mais qui nécessite quand même un terrain empirique. Il faut aller interroger pour voir, pour savoir. Mais grosso modo, je peux dire de façon rapide que ceux qui s'engagent, c'est-à-dire que les diasporas africaines influençant les processus électoraux, les processus politiques, commentant la vie politique, ce sont ceux-là déjà qui ont un lien fort, le lien fort, mais c'est un lien fort avec la politique du pays d'origine, du point de vue historique. Il n'y a pas d'aventure là-dedans. Du point de vue de la connaissance, ils ont une expérience, un ensemble de connaissances culturelles et historiques cumulées à la fois dans le pays d'origine, depuis le pays d'origine, mais aussi depuis la terre d'accueil. Il y a ici un jeu d'influence, n'est-ce pas, transfert, exportation, des expériences qu'on vit dans son territoire d'accueil, et ce sont la plupart du temps des expériences politiques, ce sont des expériences technologiques, ce sont des expériences économiques que l'on essaye de transférer dans le pays d'origine. Comprenez que je parle là sous le contrôle de la prof Marie Boatema, je parle aussi sous le contrôle de l'historien qu'est Darius. C'est un terrain qu'on ne peut pas défricher. En fait, c'est une question qu'on ne peut pas défricher sans faire le terrain. Il y a besoin, n'est-ce pas, d'aller questionner, de conduire des études pour pouvoir catégoriser ces populations. Dans le cadre de ma thèse, j'ai pu identifier 4 groupes, mais qui sont des populations qui correspondent à des groupes proprement camerounais. Le premier groupe le plus fort et le plus pertinent, c'était le groupe représentatif d'un ensemble d'acteurs engagés qui étaient déjà engagés dans des partis politiques avant même de quitter le pays, des anciens nationalistes qui ont créé à l'extérieur du territoire, n'est-ce pas, de nouveaux partis ayant maintenu une idéologie plus ou moins forte avec l'ancienne idéologie. Il y a une deuxième catégorie qui est une catégorie qui est constituée de migrants économiques, n'est-ce pas, avec un niveau d'éducation plus ou moins élevé et qui ont une perspective de retour, qui envisagent le retour et qui, pour eux, l'engagement dans la vie politique est une stratégie de préparation du retour, c'est-à-dire, OK, on milite déjà dans le parti politique dominant
depuis l'étranger pour se faire connaître, pour négocier un recrutement, etc., préparer son retour. Il y a une troisième catégorie qui, elle, en fait, a maintenu un lien plus ou moins culturel, s'intéresse à ce qui se passe, critique, mais en comparant, c'est la partie qui a généralement perdu la nationalité d'origine ou acquis une nouvelle nationalité, qui est plus critique parce qu'elle passe le temps à comparer ce qui se fait dans le territoire d'accueil à ce qui pourrait mieux être fait dans le pays d'origine. Et il y a une quatrième catégorie qui ne sait rien de la vie politique, c'est la catégorie des moins éduqués et la catégorie des aventuriers. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question, mais on retiendra de ma contribution que c'est d'abord la dispersion. C'est un ensemble de connaissances, un cumul de connaissances historiques depuis le territoire d'origine qui se perpétue dans le territoire d'accueil. C'est un engagement on veut perpétuer, n'est-ce pas? Et puis après, c'est des catégories différenciées en fonction des objectifs politiques visés. Merci. Merci, professeur. Je retiens une chose, c'est que ceux qui, dans la diaspora, participent activement via les médias, ce sont ceux qui, déjà à partir du pays d'origine, étaient engagés en politique et poursuivent, n'est-ce pas, leur combat et leur engagement de l'autre côté de l'océan. Alors, sur cette question de participation via Internet, nous voulons requérir l'avis du professeur Marie Boitema et du docteur Darouche. So, Professor Marie Boitema, what about the participation of the diaspora via Internet in the process of democracy in the origin country? Yeah, thank you very much. And thank you for the earlier submissions. So maybe let me just say that before the coming of the internet, people have always been participating. So I did one study among Ghanaians in the Netherlands, and there are various means, but just to put this in context, the contribution of the diaspora towards politics, we call it political remittances. And by political remittances, we are talking about their contribution to the home country governance. So here we are talking about democracy, the fact that they can even contest for positions. So for instance, in Ghana, they can, if you're a diaspora, you can contest for a ministerial position. You can become a minister, you can become a cabinet member, but you just have to give up your dual citizen. If you are a dual citizenship, you cannot be. So there are some constitutional limitations you have to fulfill in order to be. Again, they join in campaigns. So from the study I did, I even noticed that the setting up of political parties in the diaspora was started by a group of people who had left Ghana during the political instability time. And so they realized that, okay, now we can contribute even while we are away. Even though we cannot come back, we can contribute. And so they started off, I realized from the research that the major political parties we have in Ghana, there are two. And those major political parties were started in the Netherlands, where the diaspora started from. But the negative of what I found out from the research is that once their parties get into power, the party collapses abroad because all of them come home to pick up positions. And then the opposition picks up again. The opposition works very hard, campaigns, and then make sure that the party comes into power. And once the party is in power, the opposition party or the party loses its stronghold in the diaspora. So there was when you study politics among the diaspora, you realize that once their government is in power, they lose that mobilization spirit which they have in diaspora. And that's because they come home, they come to have political positions like ministerial positions, cabinet positions that help them to sustain their interest in the politics. So talking about the social media, just to establish that within the migration circles, the use of social media has become more popular than it used to be because of advanced technology. And so we talk about transnational politics because people are engaging
the home politics from away. But to note also that they are not just engaging the home politics, they are also busy engaging destination politics. And so at the destination, while they are campaigning for their party's home, while they are contributing decision-making back home, they are also contributing to decision-making in the destination area. And some of them even stand contest for positions in destination areas. So through social media, people not only so they express their views. And recently, especially during the COVID, we could see incidents of diaspora fighting for the rights of their citizens. So we can see the Nigerian case where they were fighting for the release of the girls who were captured. We can see Zimbabwe, the journalists, trying to influence decisions that were back home, because you couldn't do it at home. And so it is easy to do it in a territory where no laws can cover you or capture you. So we find that more and more people are engaging their folks back home. They are campaigning for their parties. They are making decisions. So I remember in Ghana, for instance, we're talking about a constitution and how we can broaden constitution to include all kinds of gender, all the gender differences. And the diaspora was so strong in terms of that. We can also recently look at the Nigerian elections, how diaspora is also involving through that. They are using all forms of social media to do that. And so social media, I wouldn't even just talk about social media, but some people even come home to participate physically and sometimes leave their positions elsewhere. And that is also deepening democratic governance. At least it's not just about being somewhere and contributing, but they see themselves as part of it. And why do they? Because their businesses are in the home country, families are in the home country, they are building their lives, and they are anticipating their coming back home. Even those who think they may not come back home, second, third generation, still feel that they have a part to play in the politics of the home country. And so if the home country politics is good, it helps. And so for those of us who have also worked looking at diaspora and conflict, peace building, we also notice that diaspora is very much involved in peace building, and which is also attached to politics. And so they find that if there is peace in the home country, that is when their businesses can thrive. That is when they can also be able to give out the skills they have acquired. And I think also because of the experiences they get out there, they also want to have similar experiences back home. And so through these kinds of engagement, I can say that yes, the social media has supported, but not only social media, but people are taking advantage of the fact that they can easily fly from wherever they are, from the destination to the home country. They can just pick up a phone and call the neighbor, call a family member, and tell them the issues that are going. We can also talk about radio, TV, and these stations, they are miniatures of such in the destination country. And so every morning, sometimes I'm in the Netherlands and I feel like I'm in Ghana, because the early morning news is all about Ghana news. And so while they are at destination, they are also taking advantage of the advanced technology and participating in the home country politics. So let me leave here, and then maybe others can also share their thoughts on this. Thank you. Thank you, Professor. Thank you. Docteur Darous, donc la participation, elle est faite dans l'espérance et l'attente d'un meilleur avenir, n'est-ce pas, donc le pays d'origine. Est-ce qu'il n'y a pas une utopie de croire que ça peut devenir un jour comme c'est de l'autre côté? Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette participation en ligne de la diaspora dans le processus démocratique? Merci de me repasser la parole. Je vais faire mien les propos qui ont été dégagés déjà par le prof Mireille et le prof Marie. Mais je vais, comme le prof Marie l'a évoqué tout à l'heure, la participation de la diaspora ne commence pas avec les réseaux sociaux, elle est bien plus ancienne. Il faut reconnaître qu'il y a une forte transposition de l'espace politique national vers l'extérieur. Je vais commencer déjà par circonscrire un peu, parce que lorsqu'on parle de participation au débat démocratique particulièrement, on va se rendre compte que l'action des groupes diasporisés est fortement dépendante des pays dans lesquels ils se retrouvent. On va se rendre compte que la diaspora africaine
généralement réunis dans l'espace de l'Europe occidentale ou bien en Amérique du Nord, sont suffisamment plus actives sur ce champ que les diasporas, par exemple, qui se retrouveraient en Asie ou bien même dans d'autres pays africains. Je pense que cela est forcément lié aux aspirations ou bien au développement des libertés collectives et individuelles qu'ils vivent déjà dans leur pays d'accueil. C'est pourquoi, généralement, les diasporas ont une tendance à vouloir transposer je veux dire, leur, leur vécu social, transposer leurs éléments nationaux ailleurs et vouloir vivre l'ailleurs politique dans leurs différents pays d'origine. Ceci dit, on a parfois envie de vivre culturellement ou socialement ce qu'on a laissé dans son pays d'origine à l'étranger, mais on a envie de reconstruire les éléments politiques qu'on a à l'étranger chez soi. Et comme presque tous, ou bien pour la majorité, aspirent, même ceux qui ont pris parfois une nationalité étrangère, aspirent à retourner chez eux à la fin de leur vie ou bien à un moment de leur vie, l'essentiel ou bien la force ou bien l'énergie qu'on met consiste pour soi à trouver un terrain fertile au pays d'origine pour qu'au moment où on sera rentré, qu'on trouve un espace plus propice ou un espace où on n'assassine pas tout le monde, ou un espace où les journalistes ne sont pas, par exemple, en danger, un espace où on peut mener des activités sans avoir peur et être en sécurité, un espace où la justice existe. Donc, je pense que les réseaux sociaux n'interviennent en réalité que pour mettre en lumière ce qui avait déjà été fait et y ajouter, je vais dire, un peu du sensationnel. Parce que, comme Mireille l'a dit, il est véritablement difficile de catégoriser. Parce qu'on va observer aujourd'hui qu'il y a de nombreux politiciens à l'étranger qui ont commencé déjà cette activité à l'intérieur. Mais il faut aussi reconnaître que la mouvance interne dicte parfois la mouvance au sein de la diaspora. Je vais prendre quelques cas pour l'illustrer. Je vais prendre précisément le cas du Cameroun à travers quelques éléments qui ont été observés. On va se rendre compte que aux élections, avant les dernières élections présidentielles qui ont eu lieu au Cameroun, les élections qui ont eu lieu avant, je crois que 2011, le parti politique d'opposition le plus en vue, bien le plus représenté dans l'espace de l'Union européenne, c'était le Social Democratic Front. Mais aux dernières élections en 2018, on se rend plutôt compte que le parti le plus en vue est le MRC. Ce n'est précisément pas parce que ceux de la diaspora ont décidé que ce soit ainsi, mais ils ont copié plus ou moins la mouvance qui se vivait à l'intérieur à travers la perte de l'espace par le Social Democratic Front pour embrayer exactement cet élément à l'extérieur. Je voulais profiter également pour dire l'activité politique menée dépend donc du temps politique aussi qui sévit à l'intérieur en fonction des aspirations de chacun. On va donc se rendre compte que les directs, par exemple, qu'on va voir sur Facebook, les vidéos qu'on va voir sur des réseaux sociaux fermés, des conférences et des séminaires, en réalité, ces éléments existaient déjà, mais n'avaient pas juste la possibilité d'être suffisamment vus par ceux qui étaient restés, par exemple, en Afrique. Donc, je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui, avec la difficulté qu'on peut avoir à savoir qui est de la diaspora et qui mène une action politique véritable, ne sont venus que vulgariser l'ensemble des éléments qui existaient déjà et mettre en scène d'autres éléments, d'autres subtilités politiques. Je préfère le dire ainsi parce que il y a des personnes que Mireille a mis dans la dernière catégorie comme étant des aventuriers qui auraient pu ne pas réagir, par exemple, s'il n'y avait pas des réseaux sociaux. Mais puisqu'il y a un sensationnel qui est créé, il y a une activité qui est créée autour. On sait qu'il est possible qu'on ne retourne même jamais dans son pays d'origine. Il est mieux d'intégrer la mouvance des diasporas radicalisés qui ont pris une autre nationalité afin de se faire voir ou bien de se faire également entendre. Donc, je pense que, quoi qu'il en soit, les réseaux sociaux nous permettent en réalité que de mieux visualiser les activités qui étaient déjà menées. Voilà ma modeste contribution sur la question. Professeur Mireille Manga Edimo, voilà, vos domaines d'enseignement et de recherche sont les politiques publiques en Afrique, les migrations et la citoyenneté en Afrique, l'Afrique et son monde extérieur, la démocratie, l'expertise, les crises sociales et les cultures, ça fait vraiment beaucoup.
Félicitations, vous êtes une femme très prise, très chercheuse. Et donc, nous voulons savoir, en dehors des réseaux sociaux, quels sont les autres moyens et quelles sont les autres méthodes mobilisées par la diaspora africaine pour influencer l'opinion publique. Et donc, dans vos travaux, comment est-ce que vous pouvez évaluer les rapports entre la diaspora africaine et les dirigeants depuis le début des années 2000? Quelle est la réaction des dirigeants à l'égard des membres de la diaspora, que ce soit les journalistes, les influenceurs, les leaders d'opinion, militants des partis de l'opinion, etc. encore, qui se montrent très critiques à l'égard du régime? Quelle est la réaction du régime? Merci beaucoup, Prof. Chantal, pour cette question. Elle est très, très complexe. Elle est très, très complexe parce que comme je l'ai dit de ma posture, hein, c'est un citoyen, il n'y a pas de citoyen sans État. Il n'y a pas d'État sans citoyen. Donc, ça voudrait dire quoi? Pour moi, l'engagement politique ou la participation politique est d'abord une responsabilité. C'est un devoir civique avant même, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir revendiquer des droits, il y a la partie devoir. Donc, c'est un devoir de participer. Et donc, je pense que les rapports dirigeants, diaspora, observés, en fait, qui ont stimulé, on va dire, je préfère le dire ainsi, qui ont stimulé et intensifié dans certains contextes l'engagement des diasporas est d'abord lié aux situations, ce qu'on pourrait appeler autrement des contextes de gouvernance. Et les contextes de gouvernance ici, pour en parler, il faut voir les problèmes ou les différents types de problèmes qui se posent à l'intérieur d'une communauté politique ou d'une société politique. Je préfère même le terme de société politique. Et vous voyez que si on raisonne ainsi, on reste donc toujours dans cette perspective où celui qui s'engage, qui est dans la diaspora, qui s'engage, qui est un acteur, c'est un citoyen. Et ce citoyen, il appartient à une société, il appartient à une communauté, il intervient parce qu'il y a des problèmes au sein de sa communauté. Et le fait d'intervenir, c'est une responsabilité. Et donc, on va donc, de cela, on peut donc comprendre, en fait, si cela est admis, on pourrait donc dire dans un premier temps que l'ensemble des rapports dirigeants, diaspora, pour moi, ce n'est pas un rapport d'individu à individu, parce que si on dit dirigeant, diaspora, c'est comme si on voyait les choses d'individu à individu, mais c'est un rapport de citoyen à État par rapport sur des questions, sur des problèmes qui se posent à l'intérieur de la société. Je préfère le dire ainsi. Et si on voit les choses ainsi, on verra que historiquement, il y a eu un ensemble de problèmes qui se sont posés. Je prends le cas de la société que j'ai étudiée, la société camerounaise, un ensemble de problèmes qui se sont posés. Au début des années 60, 70, c'est-à-dire jusqu'à une certaine période, juste après les indépendances, on était en plein processus de construction de la nation. Comment il fallait construire la nation? Comment, quelle idée? C'est-à-dire que le débat, le contexte concernait les idées, les représentations mentales de ce que devait être l'État. Et par rapport à ça, vous allez voir qu'il y a eu un ensemble de mouvements, n'est-ce pas, qui se sont poursuivis, c'est-à-dire qui se sont déployés de l'intérieur, qui se sont poursuivis de l'intérieur vers l'extérieur et qui ont généré des extensions dans des contextes d'exil, dans des contextes, oui, d'exil, on va le dire ainsi, des questions migratoires en fait, à l'étranger. Je préfère le dire ainsi. On a le nationalisme. On a, au début des années 90, un autre contexte, mais c'est un contexte à la mode. Darius a parlé de sensationnel, mais je ne vais pas parler de sensationnel, mais je vais parler de besoin. C'est un contexte mondial de libéralisation de la vie politique dans un ensemble d'États, que ce soit à l'Europe de l'Est, que ce soit en Afrique. C'est un besoin de démocratisation. Il y a eu explosion, n'est-ce pas, expansion des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a eu investissement des radios, la prise de parole des leaders, n'est-ce pas, dans
Et là, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait la démocratie, on voulait le changement, on voulait le multipartisme, on voulait des libertés d'expression. Vous voyez que là aussi, ce n'est pas un problème qui concernait les dirigeants seulement ou les diasporas, mais c'est un problème social qui concernait la société tout entière et par rapport à comment elle voulait les choses. Après, on va voir au courant des périodes électorales, c'est quoi? C'est la soif de gagner l'élection. Et la soif de gagner des élections va aussi créer des sortes de mobilisations qui vont être autour des candidatures et autour des campagnes électorales, de qui voter, des candidatures, pourquoi changer, pourquoi ne pas changer, pourquoi voter Y. Donc, je préfère, Prof. Chantal, voilà comment moi je vois ces rapports-là. Je préfère qu'on ne voie pas trop les choses entre d'individu à individu, dirigeant à diaspora, parce que ce n'est pas un problème d'individu, mais c'est un problème c'est un problème social, les représentations de la société et comment on envisage les solutions, si on est dans la perspective effectivement des politiques publiques, comment on envisage les choses, comment on envisage la manière de traiter les problèmes, de voir les choses. Et c'est là où aussi la diaspora va être les connaissances de la diaspora, pas la diaspora en tant que telle, les connaissances, les compétences de la diaspora découlées de l'expérience accumulée dans d'autres contextes sociaux, etc., vont être un atout parce qu'elles vont tenter de proposer des solutions, elles vont tenter de mobiliser les citoyens de l'intérieur et même de l'extérieur de l'étranger en s'appuyant sur les expériences qu'elles ont elles-mêmes vécues dans leur contexte. C'est un peu ça. Et donc, l'autre moyen qui n'est pas réseau social et qui est crucial, c'est d'abord la connaissance. La preuve, la qualité, parce que pour moi, quand on parle de démocratie, ce n'est pas juste la possibilité de prendre la parole, mais c'est aussi un peu habermasien, la capacité de raisonner de bout en bout et aboutir à des solutions purement à des solutions scientifiques qui puissent vraiment changer ou transformer les choses. Quand on voit la qualité des forums menés au sein de ces forums créés par les communautés diasporiques, ça ressemble à quoi? Moi, je prends juste ce contexte camerounais. Hein. Ça ressemble à quoi? Il n'y a pas de construction logique de bout en bout. C'est beau, on voit un problème de société qui émerge, mais la manière dont la question est traitée, n'est-ce pas, est débattue dans le forum. Ça se fait comment? Ça va dans tous les sens. Parfois, c'est des insultes, etc. Et je pense que la qualité de la démocratie, ça va aussi de là. Donc, l'autre ressource sur laquelle on peut insister, c'est la connaissance. La connaissance. Et ça revient à ce que la prof Marie a appelé les political remittances. Donc, ces connaissances politiques de la diaspora qui constituent et structurent même leurs compétences, c'est-à-dire la capacité à pouvoir transformer, va être très déterminante. Et c'est là où on va donc revenir, je parle à une experte, à l'experte que vous-même vous êtes, au rôle des élites. Donc, on pourrait parler des élites de la diaspora, les élites sociales, les élites économiques, les élites politiques, etc. Et on va toujours se retrouver dans une situation où, effectivement, la connaissance va être déterminante. Il ne suffit pas d'être de la diaspora ou à l'étranger, il ne suffit pas d'être dans un contexte démocratique ou Y, mais il faut avoir des connaissances. Merci. Il faut avoir de la compétence politique. Voilà, wow. Le débat est avancé. Beaucoup de choses ont été dites. La question est vraiment comme une pieuvre. On ne sait pas trop comment la saisir. Il faut les élites, il faut la compétence politique, il faut la connaissance. N'est pas de la diaspora, toute personne qui se retrouve à l'étranger. Le concept est multisémique, polysémique, difficile à cerner, difficile à circonscrire. On ne parle pas d'une seule diaspora, mais des diasporas. Ça fait beaucoup qui a été répandu comme connaissance. Permettons au public, à l'auditoire, de donner son opinion, son avis, de poser ses questions, de poser ses préoccupations. Donc, nous donnons la parole au public. Vous prenez la parole, vous vous présentez, vous indiquez auquel des panélistes votre question s'adresse. Parole à l'auditoire. Yes, good afternoon. I'm from South Africa. I raised my hand a long time ago, and I thought maybe because I joined late because of load shedding, maybe it's not procedural to ask questions. I wrote my question on the question board, but in each case,
I just wanted to find out the premise of this house about some of our brothers and sisters coming from outside of South Africa. And then when they are here, they, be it in the academia or in the political space, but we find out that because of the position they are in, they get used by the past apartheid government to stop people from speaking their views, and which is emancipating their own academic epistemological things which has been stopped for so long. And then you find out that we as South Africans, you find out that plants a very bad seed of xenophobia, to say these people come here and then they do 1, 2, 3, of which we need to find out from this house as to how do we arrest that, so that we don't find ourselves being labeled as being used by the past governments, which has been unfortunate or which has been unbecoming for the people of Black color. Okay, so thank you very much for the question that was raised concerning the silencing of people and using certain diasporans as to promote the agenda. I think that's so from the beginning of my discussion and also studying diaspora over a long time, the question I also asked, which ties in with what you have just raised, is which diaspora are governments talking about? So for instance, there's a current government. I mean, when you trace the history, maybe the people left during political instability. And during that time, the people were not in agreement with the government. And then all of a sudden, government changes and these people are back. And so, for instance, the government is now calling on diaspora for engagement. So I found that working with diaspora, usually when you visit them and you want to do consultative meetings with them, they think that you are from a particular government, so they don't want to listen to you. They think that the government is using you to promote its agenda. And so I have always had to define to them that, no, I am objective, I'm an academic, I'm not here for the government, but I am here to promote Ghana. And so we find that what you are saying is very true because of the past. So when we talk about diaspora inclusivity, that's what I am proposing. We need to find ways and means of engaging the diaspora of all kinds and of all backgrounds, so that it doesn't limit to a particular government. This is not just a Ghana case, but I've dealt with other African countries and their diaspora, and the same complaints come over and over, that so long as soon as the government goes out there and wants to meet the diaspora, it is people who belong to its party that want to join. But it should be open for everybody, and we should be able to address our past. And so I was in one of the member state meetings and we wanted to approve of diaspora engagement for the entire region. And some people, especially countries with conflict background, were not happy to accept the proposal, because once they accept it, they are not sure which diaspora they are going to engage and whether that diaspora will be in their favor or the diaspora will be coming to fight their agenda. And so within the diaspora discourse, we talk about the influence of the diaspora on the government. So not only are they influencing from below or influencing what we call transnational below and above, not only influencing through the family system and the grassroots, but sometimes they also influence from above. And so the governments are also talking about security of their tenure, and that security can be stopped or it can be interrupted by the diaspora. And so that's a very key question, but whether we have an answer is something we need to think about. How do we ensure inclusivity when it comes to engaging the diaspora? And especially we academics or journalists are not used to promote the agenda, particularly a negative agenda of an existing government. Thank you. Je voulais savoir, est-ce que définitivement, on ne peut pas considérer la diaspora aujourd'hui comme un couteau à double tranchant pour la politique interne des États? Merci. Professeur, la question vous est adressée. Ouais, je vais répondre en 2 mots, hein, juste pour dire, couteau à double tranchant, je dirais,
En fait, vous comprendrez, pour être vraiment très, très bref, vous comprendrez pourquoi j'ai dit ces deux choses. C'est des connaissances et la compétence. Le peuple qui est compétent est capable de discerner, c'est-à-dire que de distinguer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Le peuple compétent, si on reste, on revient dans les approches habermasiennes et tout ça de la démocratie, c'est pas avec les émotions qu'on agit, c'est pas avec les émotions qu'on agit, on agit sur la base qu'après un processus, on prend une décision, soit de s'engager ou de faire X ou Y, après un processus raisonné, méthodique, bien clair, bien défini. Et j'ai dit tout à l'heure que ce soit du côté de la diaspora, que ce soit des populations qu'elles peuvent entraîner, tout dépend de la compétence. Il faut vraiment distinguer qu'est-ce qui est participation politique, qu'est-ce qui est influence, qu'est-ce qui n'est pas influence. Et donc, couteau à double tranchant, pour moi, non, parce qu'il faut voir le nombre. La démocratie, c'est aussi le nombre. Combien suivent sur une population de 25 millions? On est dans le contexte camerounais. Sur les 25 millions, combien ont déjà accès à Internet? Vous allez voir que ceux qui ont accès à Internet et ceux qui sont présents sur la toile, c'est ceux qui ont un intérêt à être sur la toile et ceux qui ont, en fait, qui ont une histoire avec le débat sur Internet et les échanges sur Internet. Donc, ça reste très relatif. Le poids reste vraiment relatif. Pour qu'il soit évident, il faudra mettre de la qualité et de la compétence. Ma question est de savoir est-ce que ça serait normal au sens purement scientifique de dire que chaque personne qui traverse les frontières est un migrant ou encore est un diaspora. Parce que si nous attendons sur les recherches, chaque migrant ne peut pas être diaspora, mais chaque diaspora peut être migrant. Je pose cette question pour avoir une clarification approfondie. Merci. Bien, merci. La question, professeur Manga Edimo, vous avez étayé le concept, le docteur Darius également. Peut-être que la question n'a pas été très, très bien saisie par les uns et les autres. Ce ne serait pas de trop, il n'y a pas de connaissance de trop. Et la répétition étant la mère de la science, peut-être va-t-on revenir là-dessus. Et donc, si vous pouvez répondre en donnant aussi votre mot de fin et quelques recommandations que vous pouvez donner aux États, aux instituts, à tous ceux qui travaillent sur les questions de la migration, de la diaspora, de la participation de la diaspora au processus démocratique, quelles sont, n'est-ce pas, vos recommandations? Donc, tout en répondant à cette question, puissiez-vous nous donner votre mot de fin et vos recommandations en sensiblement 2 minutes. Merci beaucoup d'abord à toute l'équipe qui a initié ce webinaire et ces beaux échanges. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir d'être là, je me sens honorée. Mes mots de fin, vous l'avez dit au début, hein, c'est un lien fort, la diaspora. Vous voyez que quelle que soit la discipline à partir de laquelle on traite la notion ou le concept, anthropologie va mettre l'accent sur la culture, les cultures dominantes gardées avec le territoire d'origine. L'historien va mettre l'accent sur l'histoire, comment la migration s'est construite et comment les liens vont se perpétuer à l'étranger. Et je dis, la politiste que je suis va mettre l'accent sur la citoyenneté, considérant les diasporas comme des citoyens à distance, des nationaux à distance. Et j'ai dit 2 choses en fait sur lesquelles on pourrait sortir, c'est qu'on ne peut pas penser cette diaspora-là dans ces citoyens sans leurs États. Elles sont pertinentes, ces diasporas sont pertinentes en rapport avec leurs états d'origine et la manière dont elles s'organisent pour essayer d'influencer la vie politique. Et je dis, le processus d'influence de la vie politique est un devoir en tant que citoyen, c'est une responsabilité parce que droit rime avec devoir. Donc, c'est une évidence. Maintenant, concernant le message adressé aux politiques, aux décideurs, etc., c'est peut-être voir dans quelle mesure capter ces fonds parce que ce sont des ressources. Ce sont des ressources intellectuelles parce que c'est un poids en termes de connaissances. C'est la connaissance qui va résulter de leur capital culturel, de leurs expériences historiques, de ce qu'elles apprennent des territoires où elles vivent
n'est-ce pas, qui sont la plupart du temps plus développés, plus équipés en matière technologique et expérimentés même en matière de démocratie. Et donc, le pouvoir public, mais aussi les citoyens sédentaires, c'est qu'elles doivent être capables, c'est elles qui doivent organiser et ordonner la démocratie, pas créer, donner l'impression que la démocratie ou la démocratisation est synonyme de désordre. Je dis la démocratie, la démocratisation sont des processus ordonnés et sont des résultats qui découlent effectivement d'un raisonnement méthodique bien organisé dans le but de produire des résultats positifs, de transformer positivement la société. Donc, c'est par là que je sortirai 2 mots: compétences, connaissances égale diaspora et ressources pour les États d'origine. Diaspora responsable. Docteur Larousse, maintenant, nous sommes entrés Merci, par vous, nous sortons par vous. Ok, en 2 minutes, je crois que je vais pouvoir y arriver. Alors, je vais juste revenir sur la préoccupation qui a été faite tout de suite en disant, à la suite du professeur Manga, que quelles que soient les raisons de départ, quelles que soient les circonstances, lorsqu'on a passé la frontière et qu'on a gardé un lien fort, en s'étant installé dans la durée à l'étranger, on peut être considéré comme un élément de la diaspora, quelle que soit la discipline qui a été faite. Nous avons évoqué plusieurs auteurs qui ont travaillé sur la question, tout en rappelant que la question de la diaspora reste en pleine évolution au plan conceptuel, au plan de sa théorisation. Parce qu'en réalité, il faut reconnaître que c'est si vieux que ça. Donc, il y a toujours, il y a encore des développements qui seront faits dessus en fonction des évolutions de ce fait. Donc, le maintien de l'identité collective, l'existence du lien fort avec le pays d'origine, c'est ce qui marque en réalité la question de la diaspora. Maintenant, pour finir, je dirais que la diaspora, avec l'évolution, avec le temps qui passe, évolue également en nombre lorsqu'on voit la courbe migratoire. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'observer une migration de retour, mais davantage, parlant de l'Afrique bien sûr, une migration toujours poussée vers l'ailleurs. On va se rendre, je prends le cas de la diaspora africaine. Si je m'en tiens à un article du prof Mireille Manga, que j'ai lu il y a un an ou 2 ans, en 2010, la diaspora camerounaise était évaluée à 4 millions. Et il n'y a pas plus de 2 mois, j'ai vu dans le journal de Cameroun Tribune les chiffres du ministère des Relations intérieures évaluent la diaspora camerounaise à environ 6 millions de personnes. Ça veut dire plus le temps passe, elle devient un poids démographique important et il faut donc en prendre compte. Je pense qu'il va falloir optimiser ce que cette diaspora peut apporter, comme elle a dit, à la fois en termes de connaissances, à la fois en termes de plus-value économique, et cela nécessite en réalité d'avoir davantage de l'organiser. Je le dis pour finir en disant que les diasporas africaines dans l'ordre général ne sont pas des diasporas organisées, ne sont pas des diasporas nationales. Elles sont pour la majorité des diasporas ethno-nationales, le plus souvent organisées sur le prisme des petits groupes qui sont visibles. Et par conséquent, en fonction des pôles, des grands pôles où ces diasporas se retrouvent, les gouvernements africains peuvent en faire des véritables adjuvants de leur politique étrangère afin d'optimiser le poids de ces diasporas en termes de retour, en termes de qualité, en termes de compétences pour chaque territoire. Voilà ma petite opinion par rapport à ça. Bien, merci à tous. Merci, professeur Mireille Manga-Oudimou. C'est vrai que dans l'ordre académique, c'est vous qui auriez dû avoir la parole en dernier. Non, c'est pas un espace académique, c'est un espace public. Nous sommes dans la semaine des femmes. Les femmes ne réclament pas seulement des droits, elles en octroient aussi. Elles en octroient aussi, et donc nous protégeons les minorités. Le docteur Darus Kenan était minoritaire. Chers auditeurs, nous sommes désolés, le sujet était intéressant. Vous aviez beaucoup de questions, beaucoup à dire. Vous vouliez être édifiés sur beaucoup d'autres points. La CAFU Police prendra les dispositions pour que vous ayez des réponses à vos questions. Merci, docteur. Merci, professeur. Merci à tous d'avoir été là. La question reste d'actualité. Je pense qu'après cette sortie et cet échange, chacun peut maintenant clairement dire qui est de la diaspora, qui n'est pas de la diaspora,
identifier la diaspora positive et la diaspora négative et surtout retenir que la démocratie, ce n'est pas seulement la liberté de parole, mais c'est une liberté de parole que l'on use de manière réfléchie, de manière organisée, de manière productive, en faisant montre d'une compétence politique avérée pour pouvoir contribuer de manière efficace au débat politique, à la construction de la démocratie et aussi au développement de l'Afrique. Merci à tous, bonsoir et bonne fin de semaine.